Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Pour Nelson, le cinéma était avant tout une pratique collective et une manière de comprendre ce qui nous rend uniques et originaux. La représentation, le tempo des plans, la compréhension de l'image, tout a un avant et un après Nelson. Walter Sall Jr., 2018. Nelson Pereira dos Santos s'apprêtait à fêter son 90e anniversaire lorsqu'il est disparu le 21 avril 2018. L'un des noms les plus importants du cinéma au Brésil, Pereira dos Santos, a réalisé plus d'une vingtaine de longs métrages et une quinzaine de courts métrages pendant une carrière qui a dépassé la soixantaine d'années. Reconnu par les successives générations de cinéastes brésiliens comme étant leur maître, mon ouvrage veut rendre hommage à celui qui a surtout été le créateur, dans les années 1950, d'une conception de cinéma alors inédite au Brésil, située entre le néoréalisme italien et le réalisme socialiste d'inspiration marxiste. La question que je pose dans ce livre est celle d'estimer dans quelle mesure son œuvre cinématographique, inaugurée avec le long-métrage Rio 40 Gros, Noir et Blanc 100, 1955, est reconnue à l'étranger à partir de la projection à Cannes de son Vidas Secas, Noir et Blanc 103, 1963, satisfait adéquatement l'envie déclarée de nombre de réalisateurs, scénaristes et producteurs qui ont précédé, tels que Moacir Fenelon, 1903 à 1953, José Carlos Burle, 1910 à 1983, Alinor Azevedo, 1914 à 1974, Alex Vianney, 1918 à 1992, et Roberto Santos, 1928 à 1987, parmi d'autres, et des '. Élaborer une esthétique nationale pour le cinéma brésilien. Nelson Pereira dos Santos et l'invention d'un cinéma national, mon choix pour le titre de ce travail, indique que la question ici proposée mérite bien une réponse affirmative. Pour justifier ma position, je propose de démontrer aux lecteurs francophones intéressés par l'histoire ces idées esthétiques au Brésil le rôle majeur de Nelson Pereira dos Santos, avant même qu'il ait une caméra dans ses mains, c'est-à-dire depuis les congrès de cinéma organisés à Sao Paulo et à Rio de Janeiro entre les années 1951 et 1953, en tant qu'un des principaux responsables du développement d'un véritable programme de travail pour essor du cinéma national brésilien. Les deux films mentionnés ci-dessus, listés parmi les plus importantes œuvres de la cinématographie brésilienne, constituent l'exemple de la réussite de Pereira dos Santos dans la transposition à l'écran de ses idées, dont l'enjeu était bien celui de créer une esthétique et un contenu distinct des productions étrangères, dont la plupart étaient originaires de Hollywood, qui inondaient depuis toujours les salles de cinéma au Brésil. Ma démarche vise aussi à rappeler les limitations d'ordre théorique, technique, matériel et financier qui ont accompagné Nelson Pereira dos Santos pendant toute sa carrière professionnelle, et qui sont aussi celles d'une industrie cinématographique encore aujourd'hui en quête d'elle-même. Nelson Pereira dos Santos est né à Sao Paulo le 22 octobre 1928 dans un quartier ouvrier habité principalement par des descendants d'immigrés italiens venus travailler dans des exploitations de café à partir des années 1870. Sa mère, Angeline Binari dos Santos, née dans la campagne de l'État de Sao Paulo, était elle-même fille d'Italiens de la région du Veneto dont la lignée paternelle exerçait le métier de tailleur depuis plusieurs générations. Son père, Antonio Pereira dos Santos était brésilien, né dans la région de l'ouest de Sao Paulo, orphelin depuis l'enfance des deux parents, et exerçait également le métier de tailleur. Fils cadet d'une famille de 4 enfants, il aurait reçu le prénom Nelson par choix de son père, influencé par les aventures du légendaire amiral Nelson de la marine britannique, dont l'histoire a été racontée dans le film muet The Divine Lady, Frank Lloyd, 1927. C'est aussi à son père que Nelson doit son premier contact avec le cinéma, car il avait l'habitude d'y emmener toute la famille chaque dimanche pour regarder un marathon de films muets, notamment les comédies de Charles Chaplin, d'Harold Lloyd et de Laurel et Hardy. En 1944, alors qu'il est encore lycéen, Pereira dos Santos va rejoindre le Parti communiste brésilien PCB, fondé en 1922, mais ensuite proscrit en 1935 par le régime dictatorial de Getúlio Vargas. Après la chute du régime et le retour à la démocratie, en 1945,
le PCB est à nouveau légalisé et commence à se préparer aux élections générales de décembre de la même année. Nelson Pereira dos Santos et un ami passent 2 jours en prison, après avoir été arrêtés lorsqu'ils étaient en train de taguer des slogans politiques en faveur des candidates communistes. En 1947, il est admis à la traditionnelle faculté de droit de São Paulo, étant le seul parmi ses frères à avoir suivi un cursus universitaire. Il y rejoint le groupe d'étudiants qui éditait la revue académique La Lutte, sous-titrée Organe de la cellule Guy Moquet de la jeunesse communiste, dans laquelle il va publier des articles sur la littérature brésilienne. En même temps, Pereira dos Santos s'initie au théâtre amateur, en adaptant des romans et participant à des séances de répétition. L'organisation du Congrès mondial des partisans de la paix en mai 1949 à Paris, sous les auspices de l'Union soviétique, donne à Nelson Pereira dos Santos l'envie de partir en Europe. Voyageant en bateau, il n'y arrive cependant qu'au mois d'octobre lorsqu'il fête son 21e anniversaire. Pendant son séjour parisien, il eut son premier contact avec les films du néoréalisme italien, Rome, Ville ouverte 1945 et Pessa 1946, de Roberto Rossellini, Voleur de bicyclette, Vittorio De Sica 1948 et La Terre tremble, Luchino Visconti 1948. Bien qu'il aspire à rester en France pour s'inscrire dans une école de cinéma, il doit abandonner ce projet pour rentrer vite au Brésil. Il n'avait plus d'argent, n'avait pas achevé son service militaire et sa fiancée était enceinte de leur premier fils. Et pourtant, malgré sa brièveté, la relevance de ce séjour à Paris ne peut pas être négligée. C'est bien à la capitale française qu'il aurait en quelque sorte décidé de devenir cinéaste, et c'est aussi à Paris qu'il se rend compte de la spécificité de la création cinématographique. Pour moi, jusqu'à ce moment, le cinéma était comme la peinture ou la poésie, sans rien avoir avec le travail, la production. Sans perdre son attachement à la littérature ni aux idéaux communistes, Pereira dos Santos se dédiera à partir de ce moment à apprendre, de la façon la plus artisanale et empirique, les fondements de son futur métier. Rentré au Brésil au début de l'année 1950, Nelson Pereira dos Santos tourne le court-métrage Juventude avec un ami qui possédait une caméra 16 mm et un laboratoire photographique. Le projet avait été financé par le PCB. La seule copie produite a été envoyée au Festival de la jeunesse de Berlin-Est, d'où elle ne revient jamais. Nelson initie aussi la réalisation d'un documentaire sous commande du parti, concernant la condition du travailleur urbain dans un contexte de lutte entre le capitalisme et l'anti-impérialisme. Mais le film n'arrivera pas à l'étape du montage et aucun photogramme n'a survécu à nos jours. Dans l'histoire du cinéma brésilien, la dichotomie capitalisme-anti-impérialisme avait déjà pris à cette époque la forme d'un débat sur le besoin de donner un caractère national aux films brésiliens, lesquels devraient, selon les défenseurs de cette conception, transposer à l'écran la réalité d'un pays toujours déchiré par la pauvreté de la majorité de sa population et par son exclusion sociale. Dans l'essentiel, il s'agissait de combattre le cosmopolitisme des films importés des pays capitalistes, surtout ceux de Hollywood, dont le contenu n'aurait rien en commun avec la vie réelle du peuple brésilien. Derrière cette distinction, qui est devenue un thème qui anima plusieurs générations de jeunes réalisateurs, il y avait bien entendu une volonté de tourner des films reconnus par leur qualité technique et esthétique, mais capables aussi de traduire aux Brésiliens eux-mêmes, à travers l'identification des éléments ethnologiques, démographiques ou sociologiques qui auraient forgé l'esprit de la civilisation brésilienne, ce qui pourrait être défini comme l'essence vraie de la brasilidade. Malgré l'existence d'une abondance d'études universitaires brésiliennes et étrangères sur quelques-uns des films le plus représentatifs de Nelson Pereira dos Santos, nous ne retrouvons pas dans la plupart de ces analyses des liens intrinsèques entre son œuvre cinématographique et sa méditation préalable concernant le besoin d'un cinéma brésilien qui devrait être aussi un cinéma national. En fait, dans plusieurs articles et interviews publiés dans des revues spécialisées depuis la projection de Vidas Secas à Cannes, en 1964, le nom de Pereira dos Santos était plutôt associé au cinéma novo alors en vogue en France qu'aux thèses concernant la représentation du pays au cinéma ou même au caractère originel de ses films précédents, réalisés entre 1953 et 1962. Cela a bien été le cas, par exemple,
L'entretien avec Nelson Pereira dos Santos, réalisé par Federico Cardenas et Max Tessier pour la revue Études cinématographiques, dossier Le Cinema Novo brésilien, ainsi que l'article Das Brasilianische Cinema Novo an der ungelöste Widerspruch. Contribution du critique français Jean-Claude Bernardet au volume Kino and Kampf in Latin America, ou encore dans Le Cinema Novo, une histoire vieille de 10 ans. Entretien avec Nelson Pereira dos Santos, réalisé par Jacques Freinet pour la revue Cinéma. Dans le cas du critique franco-brésilien, Paulo Antonio Paranagua, dont l'article Nelson Pereira dos Santos, Trajectoire d'un dépouillement a été publié dans l'édition de décembre 1985 de la revue Positif, on n'ignore pas le rôle joué par Nelson Pereira dos Santos dans les congrès de cinéma des années 1950, mais ce qui est plutôt souligné est l'influence du néoréalisme italien sur son option pour un cinéma qui se voulait aussi une forme de dénonciation de l'injustice sociale. Cela vaut aussi pour les mentions à Rio 40 Gros dans le volume Le Cinéma brésilien, édité par le Centre Pompidou en 1987, ainsi que pour le récit fait par la critique Sylvie Pierre d'une rencontre entre Pereira dos Santos à Rio de Janeiro, publié dans l'édition de juin 1995 des Cahiers du cinéma. Parmi les études plus récentes sur la cinématographie brésilienne, Laurent Desbois, dont l'œuvre en 2 volumes parue en 2010, L'Odyssée du cinéma brésilien, 1940 à 1970, et La Renaissance du cinéma brésilien, 1970 à 2000, dédie un grand espace à l'importance de Rio 40 Gros et Vidas Secas, ou n'est faite qu'U'. Une mention en passant au Congrès de cinéma national, et aux contributions y présentées par Nelson Pereira dos Santos et par quelques-uns de ses compagnons. Étant donné la relation toujours faite entre les premiers films de Nelson Pereira dos Santos et le néoréalisme italien, dans l'élaboration de la recherche théorique de cette étude, je me suis concentré particulièrement sur 2 ouvrages majeurs pour l'interprétation des enjeux politiques et esthétiques du cinéma au XXe siècle, à savoir l'essai L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, 1939, de Walter Benjamin, 1892 à 1940, et les articles qui intègrent le 4e volume, Une esthétique de la réalité, le néoréalisme, du recueil d'essais d'André Bazin, 1918 à 1958, titré Qu'est-ce que le cinéma ? Je ferai référence aussi à des études plus spécialisées telles que le néoréalisme italien, une expérience de cinéma social, de Raymond Borde et André Buissy, 1960, et Nelson Pereira dos Santos, Oliar néoréalista, de la critique italo-brésilienne Maria Rosaria Fabris, 1994. En ce qui concerne la méthodologie adoptée pour ce travail, je propose une approche essentiellement chronologique, basée sur la biographie même de Nelson Pereira dos Santos et l'ordre de production de ses films. Il me semble important néanmoins, de faire des sauts en arrière dans l'histoire sociale et politique du Brésil, ainsi que de rappeler la signification distincte du qualificatif national dans le contexte latino-américain, relatif à une certaine idée d'indépendance et de souveraineté par rapport aux puissances étrangères, du nationalisme européen, notamment celui des XIXe et XXe siècles, plutôt concerné par des théories racistes et militaristes. Pour chacun des 2 films abordés dans cette recherche, Rio 40 Gros et Vidas Secas, j'évoque aussi la production cinématographique de réalisateurs brésiliens prédécesseurs et contemporains de Pereira dos Santos. Mon but est de comparer leurs films à ceux de Nelson, et d'évaluer leur éventuelle réussite par rapport aux enjeux esthétiques et sociaux qu'ils espéraient accomplir. J'ai aussi inclus dans le texte, toujours avec l'intention d'offrir un contexte comparatif, des références à des personnalités importantes dans l'histoire du cinéma brésilien, y montrant leur stratégie publicitaire pour obtenir le soutien matériel et financier du pouvoir public, ainsi que pour attirer le public aux salles de cinéma. En plus de cette introduction-ci et à la fin du texte, de la conclusion du travail, je propose une structure en 5 chapitres, dont le premier, le scénario révolutionnaire de Rio 40 Gros, a comme épigraphe l'avis de Glauber Rocha sur ce film, qu'il estimait avoir convaincu maints jeunes amateurs à devenir cinéastes. Après une présentation sommaire du synopsis du film et un bref rapport sur son interdiction de projection, et de la campagne de la presse pour sa libération, je spécule sur les motivations possibles de la censure politique dont il a été l'objet. Dans le 2e chapitre,
Un cinéma déchiré entre l'envie de distraire et le souci de justice sociale. J'explique quelques moments clés de l'histoire de la cinématographie brésilienne, avec une attention particulière portée aux premières sociétés de production, telles que la Cinédia et l'Atlântida, responsables de l'industrialisation du cinéma au Brésil. Je discute aussi le rôle essentiel des intellectuels et sympathisants du Parti communiste brésilien, dans la définition d'un programme idéologique pour le cinéma national brésilien, conçu en tant qu'instrument de dévoilement de l'exploitation économique et sociale dont les couches populaires étaient les victimes. Je mentionne enfin l'importance de la création de la Société Veracruz et de l'invitation faite au cinéaste Alberto Cavalcanti, alors réalisateur à Paris, pour rentrer au Brésil et devenir son directeur artistique. La nouvelle compagnie a réussi à obtenir les premiers prix internationaux pour des films brésiliens, mais cela n'a pas empêché une nouvelle génération de cinéastes aspirants, parmi lesquels Nelson Pereira dos Santos, de critiquer ses productions. L'essentiel de la contribution que j'espère réaliser avec cette étude est discuté dans le 3e chapitre, Critique cinématographique et congrès de cinéma, 1951 à 1953. Ici, j'aborde ce qui pourrait bien être appelé la période de formation de Pereira dos Santos, dans la mesure où, à travers la critique de 2 films de la Veracruz, Caissara 1950 et Angela 1951, le futur réalisateur donne ses premiers pas vers une conception de cinéma national qui ne se confond pas avec la simple notion de film tourné au Brésil. En 1952, à l'occasion du premier congrès pauliste du cinéma brésilien, comme mentionné, Nelson Pereira dos Santos présentera donc la monographie « Le problème du contenu dans le cinéma brésilien », dans laquelle nous pouvons trouver en germe le projet de faire du cinéma un moyen de dévoiler à travers l'art ce caractère national si difficile à définir, mais dont on reconnaît l'existence lorsque on cherche à représenter les gens du peuple de façon respectueuse et digne, sans pourtant cacher leur part de vice et de violence. Une fois ayant révisé les propositions présentées par Pereira dos Santos, nous retournons à Rio 40 Gros dans le 4e chapitre, intitulé « L'invention d'un néoréalisme solidaire aux favelas de Rio de Janeiro ». Il s'agit ici d'essayer de montrer comment les couches populaires sont représentées comme les victimes d'une histoire d'exclusion fondée sur l'esclavage et sur le déni de citoyenneté pleine à ses descendants, privés d'éducation, et donc privés d'accès au marché formel de travail, mais aussi méprisés pour leur attachement aux traditions culturelles héritées de leurs aïeuls, telles que la samba et le carnaval. Enfin, dans le 5e chapitre, de la ville au sertan, la question nationale dans Vidas Secas, j'aborde alors la consécution des idées développées par Nelson Pereira dos Santos en 1952 dans son premier chef-d'œuvre, réalisé 10 ans plus tard. Voilà une des applications pratiques les plus abouties jusqu'alors par le cinéma brésilien du principe annoncé dans le congrès pauliste, celui de se servir du patrimoine culturel brésilien, sa littérature, son théâtre, son folklore, sa musique, pour transposer à l'écran une représentation fidèle du peuple et du pays. 1. Nelson Pereira dos Santos et le scénario révolutionnaire de Rio 40 Gros. Nelson Pereira dos Santos a tenu à Rio 40 Gros le premier film brésilien vraiment engagé. La censure s'investit furieusement. Il n'a pas dénoncé le peuple aux classes dirigeantes, mais a révélé le peuple au peuple. Il a montré aux jeunes une nouvelle perspective pour le cinéma brésilien. Je décidai d'être réalisateur brésilien le moment où je regardais Rio 40 Gros, et je garantis que 80% des nouveaux cinéastes brésiliens ressentirent le même impact. Glauber Rocha, Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, 1963. Première personnalité du monde du cinéma au Brésil élue à l'Académie brésilienne des lettres, ABL, institution créée en 1897 à Rio de Janeiro sur le modèle de l'Académie française, Nelson Pereira dos Santos est le réalisateur d'une œuvre hétéroclite qui mélange des chefs-d'œuvre à des productions moins achevées. Passionné de cinéma et de littérature depuis l'enfance, il s'est fait remarquer par l'adaptation à l'écran des grands titres de la littérature brésilienne, tels que O Alienista, couleur 100 1970, de Machado de Assis 1839 à 1908, Memorias do Carcir, couleur 185, 1984, adapté de L', œuvre éponyme de Graciliano Ramos, 1892 à 1953,
ou encore Tenda do Milagre couleur 132 1977 et Jubiaba, couleur 100 1986, deux romans majeurs de Jorge Amado 1912 à 2001. Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française, chevalier de la Légion d'honneur, docteur honoris causa par l'Université de Paris-Nanterre, le nom de Nelson Pereira dos Santos reste encore associé à la génération du cinéma novo, surtout parmi des cercles cinéphiles européens et nord-américains, peut-être pour la simple raison que son œuvre filmique n'est devenue connue du public international en France et dans le reste du monde à partir du 17e Festival de Cannes, en 1964, où son Vidas Secas participa à la sélection officielle. À ce moment déjà, Nelson Pereira dos Santos comptait derrière lui la réalisation de 4 autres longs métrages, parmi lesquels Rio 40 Gros, unanimement reconnu comme l'œuvre inaugurale du cinéma moderne brésilien. Par la suite, quelques-uns des films le plus représentatifs de sa cinématographie deviendront incontournables dans des rétrospectives du cinéma brésilien régulièrement organisées en France, parmi lesquelles la rétrospective individuelle qui lui a été dédiée dans l'édition 1980 du Festival des Trois Continents réalisé à Nantes. Ces films étaient aussi l'un des points forts de l'immense rétrospective consacrée au cinéma brésilien par le Centre Georges Pompidou, de mars à octobre 1987, ainsi que la rétrospective concernant le cinéma afro-brésilien, le Brésil noir au cinéma, organisée au Forum des images du 31 mars au 4 avril 1999. Plus récemment, Nelson Pereira dos Santos a été au centre de l'édition 2011 du Festival du cinéma brésilien de Paris, ainsi que dans le cycle Brasil. Une histoire du cinéma brésilien, organisée à la Cinémathèque française du 18 mars au 18 mai 2015. Né dans une époque où le cinéma au Brésil était surtout réalisé par des étrangers, rien ne semblait destiner ce jeune militant communiste à bâtir une carrière qui se confondra avec l'histoire même de la cinématographie nationale à partir des années 1950, et à devenir le maître et l'inspirateur d'autant de futurs réalisateurs. Il est même fort improbable que Nelson Pereira dos Santos n'ait regardé aucun film brésilien lorsqu'il était encore lycéen, car dans le São Paulo de sa jeunesse, le mot cinéma ne signifiait que cinéma étranger. Selon des témoins contemporains, ce préjugé contre les productions nationales était la raison pour laquelle dans le club de cinéma créé en 1940, et fermé 2 ans plus tard sur ordre du département de presse et de propagande, l'organe de censure politique du premier régime Vargas, à la faculté de philosophie, sciences et lettres de São Paulo, FFCL, et dans le club de cinéma de São Paulo, inauguré en 1946, on ne projetait ni ne discutait que des films importés. Étudiant de droit et engagé dans le service militaire obligatoire, Nelson Pereira dos Santos semblait destiné à une carrière politique, même si c'est justement à cette époque qu'un groupe d'intellectuels affiliés au PCB commence à s'intéresser au cinéma en tant que moyen de propagande des idéaux soviétiques, dans la lignée de la doctrine du réalisme socialiste formulée à l'URSS par Andreï Jeudanov, 1896 à 1948. En 1949, par exemple, le journaliste et militant communiste Carlos Ortiz, 1910 à 1955, auteur d'un manuel de cinéma, organise un séminaire de cinéma dans le Musée d'art de São Paulo, MASP, dont le programme inclut des cours tels qu'histoire du cinéma, esthétique, montage et caméra. Comme signalé dans l'introduction, l'année 1949 sera décisive pour la vie professionnelle future de Pereira dos Santos, en raison de son bref séjour à Paris. De nombreux exilés politiques brésiliens vivaient alors dans la capitale française, parmi lesquels le romancier et ancien parlementaire du PCB Jorge Amado et le peintre Carlos Sclayer, 1920 à 2001. Grâce à ce dernier, Nelson fera la connaissance du directeur de la Cinémathèque française, Henri Langlois, 1914 à 1977, ainsi que du documentariste néerlandais Joris Ivens, 1898 à 1989, et du futur cinéaste Rodolfo Nani, 1924, alors étudiant à l'Institut supérieur d'études cinématographiques, IDEC. Sclayer avait pris des notes lors d'une rencontre entre Nelson et Ivens, lorsque l'Européen sympathisant de l'URSS lui avait présenté quelques-unes de ses idées. Le cinéma a une technique trop complexe.
Parfois, le recours à une technique primitive est préférable à la glorification de la technique. La tendance petite bourgeoise est de glorifier le côté formaliste, oubliant les immenses richesses de son peuple qui pourraient être transmises avec simplicité. Nous devons chercher à exprimer la vie profonde du peuple, leurs combats, leurs désirs, leurs succès, leur immense soif de vérité. Nos films doivent contribuer à renforcer la confiance des hommes dans la lutte pour une vie meilleure. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.